C'est comme tu veux maintenant, si tu veux que les gens posent des questions. Voilà. Bonjour, mesdames et messieurs, chers collègues, chers résidents. Aujourd'hui, donc, nous avons le plaisir d'accueillir notre ami le docteur Walid Amara, rythmologue, qui est connu en Algérie, et qui va nous parler un peu des défibrillateurs et de la resynchronisation, puisque c'est un expert reconnu, hein, mondialement sur ce domaine. Donc, sans plus tarder, mon cher ami, merci d'avoir accepté notre invitation et je te donne la parole. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est pour moi un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, à distance, en espérant bientôt se retrouver de visu. Merci pour l'invitation. On m'a demandé aujourd'hui de vous parler du défibrillateur et de la resynchronisation. Et, euh, et donc, je vais commencer au début, c'est pour ça que je n'ai pas affiché mes diapositives, parce que je voudrais commencer par quelques généralités, quelques explications sur c'est quoi un défibrillateur, c'est quoi un appareil de resynchronisation, c'est quoi la différence entre un pacemaker et un défibrillateur. Des choses finalement qui, des fois, peuvent paraître complexes à certains, et donc comme ça, on emmène tout le monde dans le même bateau. Alors, je vous rappelle juste que les stimulateurs cardiaques ou les pacemakers sont des appareils qui permettent de délivrer une stimulation. Ils peuvent être de simple chambre, avec une seule sonde qui va aller souvent dans le ventricule, mais pourquoi pas, on pourrait la mettre dans l'oreillette si on voulait, ventricule droit en l'occurrence, le plus souvent. Ça peut être un stimulateur cardiaque double chambre, donc avec une sonde en général qu'on met dans l'oreillette droite et une sonde qu'on met dans le ventricule droit, par exemple. Et puis, ça peut être un stimulateur cardiaque triple chambre dont on reparlera lorsqu'on parlera de la resynchronisation. Et cette fois-ci, dans les modèles habituels, trois sondes, une sonde qui va stimuler l'oreillette droite, une sonde qui va stimuler le ventricule droit, et la troisième sonde qui va permettre la resynchronisation, elle va stimuler le ventricule gauche, et pour stimuler le ventricule gauche, actuellement, ça reste encore la méthode de référence, ça consiste à mettre cette sonde à travers les veines coronaires. Pour ceux les plus jeunes d'entre vous qui font de la coronarographie, vous faites la coronarographie, donc l'angiographie des artères coronaires, et bien la prochaine fois que vous ferez une coronarographie, laissez votre pédale sur votre pédale sur l'ampli de brillance un tout petit peu plus longtemps et vous allez voir apparaître par magie le réseau veineux coronaire. Et ce réseau veineux coronaire va se jeter à travers les veines coronaires, le tronc commun des veines coronaires qui s'appelle le sinus coronaire, se jette dans l'oreillette droite. Et ce sinus coronaire, c'est quelque chose qui nous intéresse énormément nos rythmologues parce que souvent on met des sondes à cet endroit-là lorsqu'on fait de l'ablation et parce que c'est par là qu'on passe pour faire la resynchronisation. Alors, donc, je vous ai parlé du pacemaker, simple, double, triple chambre, et c'est des appareils qui permettent juste de délivrer des stimulations, mais qui ne permettent pas de délivrer des chocs. Le deuxième type de prothèse dont on parlera aujourd'hui sont les défibrillateurs. Alors, d'abord, tout défibrillateur fait également pacemaker. C'est-à-dire, s'il fait défibrillateur, il a également une fonction pacemaker qui lui permet de stimuler ses besoins. Et donc, ce défibrillateur aussi, il peut être simple chambre, avec juste une sonde qui va dans le ventricule, ou double chambre avec une sonde qui va aller dans le ventricule droit et une sonde qui va dans l'oreille droite, ou voir un appareil toute option qui fait tout et qui s'appellera un défibrillateur triple chambre, c'est-à-dire il va à la fois faire de la resynchronisation et délivrer des chocs si besoin. Alors, bien entendu, la problématique du choix du type de prothèse pour un patient implique il y a beaucoup de questions et en fait, notamment lorsqu'on se place avec la perspective du sud du versant sud de la Méditerranée, qui est le coût des prothèses. Et donc, effectivement, un défibrillateur va être beaucoup plus cher qu'un pacemaker. Et donc, environ, un défibrillateur va coûter entre 10 000 et 18 000 euros du simple au triple chambre, alors qu'un stimulateur cardiaque triple chambre va coûter, on va dire, environ 5 000 euros. Donc c'est vrai qu'il y a aussi une question qui se pose à un moment donné du choix médico-économique d'utiliser la bonne prothèse pour le bon patient. Et c'est pour ça que le topo s'appelle comme ça, quelle prothèse chez quel patient. Alors, les défibrillateurs, au départ, et je ne vous les ai pas mis les études parce que ça alourdirait la présentation, les défibrillateurs ont d'abord été validés chez les patients qui avaient fait des événements rythmiques. C'est-à-dire que, bien sûr, personne ne remettra en cause que quelqu'un qui a fait un arrêt cardiaque par fibrillation ventriculaire, qui a eu la chance de survivre à cet arrêt cardiaque,
Alors, la chance de survivre à cet arrêt cardiaque, elle n'est pas les mêmes suivant l'endroit où cela survient. Et voilà, si ça survient à Paris, à proximité de la gare de Lyon, et c'est pas dans la gare que la plupart des arrêts cardiaques surviennent, c'est sur l'esplanade de la gare, parce que les gens ils courent pour rattraper leur train parce qu'ils sont en retard. Et ben, le taux de survie il est d'environ peut-être 5 à 6%. Ça a presque doublé en une dizaine d'années, mais ça reste largement inférieur à d'autres pays. Si vous êtes dans un casino de Las Vegas, que vous souhaitez de voyager et d'aller à Las Vegas, eh ben, votre taux de survie pour un arrêt cardiaque, il est de 30%. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des caméras de surveillance partout. Et si vous avez la malchance d'asseoir un de vos enfants sur une chaise du casino, vous avez un personnel de sécurité qui vient vous voir en moins de 20 secondes pour vous indiquer que c'est interdit. Ça veut dire que quand quelqu'un s'écroule, tout de suite on le voit et on le traite d'emblée. Donc personne ne va remettre en cause, même si ça a un coût, si le patient a survécu à un arrêt cardiaque, de lui mettre un défibrillateur en prévention secondaire, on dit, c'est-à-dire post-arrêt cardiaque. La question c'est quand est-ce mettre en prévention qu'on dit primaire, c'est-à-dire pour des gens qui n'ont jamais rien fait. Et je vais vous montrer là dans un moment un cas clinique, mais en fait, dites-vous déjà que notre référence, c'est une étude qui s'appelle MADIT-2. Et MADIT-2, c'est une étude qui a maintenant environ 20 ans, MADIT-2. Elle a été publiée dans le New England en 2000. Et c'est l'étude qui m'a permis de faire de la rythmologie. Une des études, il y a les deux études qui m'ont inspiré pour la rythmologie, c'est le New England de MADIT-2 et c'est la publication de Michel Essaguer de l'ablation de l'AFA qui date de 1998. Et donc, MADIT-2 en 2000 prend des patients qui ont juste fait un infarctus et qui ont une fraction d'éjection en moins de 30%. Et peu importe leurs extrasystoles ventriculaires, peu importe finalement leurs différents marqueurs autres de risque, et on les tire au sort, un groupe on met un défibrillateur et un deuxième groupe on leur met pas de défibrillateur. Et ce qui se passe, c'est que les patients à qui on met un défibrillateur, ben, ils ont une survie plus importante que ceux qui n'en ont pas, ce qui a généré toutes les recommandations que vous connaissez de pose du défibrillateur en prévention primaire, notamment dans la cardiopathie ischémique. Et puis, bien sûr, les seuils qui étaient à 30%, il y a eu d'autres études qui ont amené le seuil à 35%. Puis il y a eu d'autres études, je pense qu'on va peut-être en dire un mot dans un moment, sur la cardiomyopathie dilatée, avec une discussion là de savoir est-ce que les patients avec la cardiomyopathie dilatée doivent bénéficier du défibrillateur comme les autres. Il y a peut-être un point de discussion à ce niveau-là, mais on pourra y revenir dans la discussion. Je vous donnerai ma pratique, je vous donnerai également mon avis de ce qui se passe sur le versant sud de la Méditerranée et sur le rapport médico-économique, mais je vous dirai aussi ce que je fais, moi, tous les jours chez moi. Alors, je vais partager avec vous mon écran et puis je vais partager donc une présentation qui est en fait finalement un cas clinique. Alors, ce cas clinique, il date un petit peu maintenant, mais je pense qu'aujourd'hui, ce serait la même histoire. Donc, il date de 2008. On est donc en 2020. Il date de 2008. Et on verra après ce qui a changé entre 2008 et aujourd'hui. Alors, ce patient, qui est né en 66, donc en 2008, vous voyez, il a fait le calcul, il me semble que ça fait pas un tout petit peu, ça fait une cinquantaine d'années, moins. Moins d'une cinquantaine d'années, largement moins. 42 ans, il me semble. Il a la malchance de faire un infarctus antérieur et il a la malchance d'être vu tardivement à H15. C'est vrai que maintenant, la plupart sont vus très précocement. Peut-être un peu moins avec le Covid, parce qu'avec le Covid, il y a eu beaucoup d'infarctus qui ont été vus tardivement qu'on a retrouvés. Parce que les gens, peut-être, n'osaient pas appeler, peut-être que les gens avaient du mal à joindre le SAMU avec la période du mars-avril. Peu importe, en 2008, il fait un infarctus, il est vu tardivement, et finalement, le SAMU le prend en charge, et il a un aspect QS en antérieur étendu, il a des QRS pas très larges, QRS à 120 millisecondes. Il est adressé
pour une coronarographie en urgence qui montre une occlusion de l'IVA au segment 2. Il est dilaté avec un stent, alors on pourra discuter, je ne peux peut-être pas le dilater. Mais c'était une très grosse IVA qui contournait la pointe avec une toute petite coronaire droite. On peut imaginer pourquoi il fait un gros infarctus. Il est dilaté sur l'IVA. Il a une sténose marginale distale de petite taille, une coronaire droite de petite taille, mais sur laquelle il n'y a pas de sténose. Il fait de l'infarctus dans les suites. Il fait de l'insuffisance cardiaque dans les suites. À l'époque, on faisait encore de la contrepulsion. Alors, la contrepulsion, finalement, si vous me demandez mon expérience, depuis 5, 6, 8 ans, je n'ai pas vu un ballon de contrepulsion utilisé dans le service. Mais bon, il y a des dernières recommandations sur le syndrome coronaire aigu, on les voit réapparaître d'ailleurs, alors que c'est vrai que maintenant, c'est des patients avec une insuffisance cardiaque, on a tendance à leur proposer une assistance. Bon, il y a eu de l'insuffisance cardiaque, il y a eu de la contrepulsion, et finalement, il s'en sort avec une fraction d'éjection à 20%. Alors à l'époque, on l'avait adressé en réadaptation. Voilà, bien sûr, on l'a traité. Il y a eu les bêta-bloquants, les IEC, un anti-aldostérone, les médicaments de l'époque. Il n'y avait pas encore le sacubitril/valsartan, il n'y avait pas encore l'ivabradine, il n'y avait pas encore plein de choses nouvelles, récentes. Et donc, il est quand même adressé en réadaptation. Et puis, il est ambulatoire, il est libéré en ambulatoire, il est revu de manière régulière pour une adaptation des doses des bêta-bloquants en hôpital de jour. Et puis, on le revoit à 3 mois et on lui fait là, une IRM de contrôle qui montre qu'il n'y a pas de thrombus du ventricule gauche et là, sa fraction d'éjection est égale à 15%. Donc là, son infarctus remonte au 2 mars et le 28 mai, donc un tout petit peu moins de 3 mois plus tard, on lui met un défibrillateur, et ça, c'est les recommandations de la Société française de cardiologie de 2006, qui disait qu'un patient coronarien, avec une fraction d'éjection moins de 30%, au moins un mois de l'infarctus, ou 3 mois d'une non-respirisation, il y a une indication de classe 1, la pose d'un défibrillateur en prévention primaire. Donc, voilà le défibrillateur. Globalement, il y a une miniaturisation aujourd'hui, mais c'est le principe, c'est ça. C'est-à-dire le défibrillateur, c'est ce boîtier que vous voyez en haut à droite, et vous avez cette sonde, qui a des coils, qui sont ces bobines qui sont autour de la sonde. Et le plus souvent, maintenant, on utilise des sondes simples coils, avec simplement un coil qui est dans le ventricule droit. Mais il y a encore quelques patients qui ont des sondes double coil, avec un deuxième coil qui est dans la main cave supérieure. On va dire les sondes double coil aujourd'hui, ça reste exceptionnel. Et puis éventuellement, si on devait les utiliser, ce serait plutôt chez les patients qui ont les fractions d'éjection les plus basses. Pourquoi on utilise moins les sondes à double coil? Parce que si par hasard on devait les extraire pour une infection, ça peut être plus difficile parce qu'ici, il peut y avoir de la fibrose. Et aller décrocher cette sonde de la veine cave supérieure peut être assez difficile et compliqué. Donc, on lui met un défibrillateur basé sur cette fameuse étude MADIT 2, qui a été publiée en 2002. Donc, j'avais dit 2000, donc elle est publiée en 2002. Et cette étude MADIT 2 qui montre, vous voyez, ça c'est la mortalité, la survie, vous voyez qu'il y a une diminution de la mortalité de 31% et que ça apparaît très précocement, au bout de 18 mois, le bénéfice, avec, vous voyez que même le bénéfice absolu, il est d'au moins 10%, ce qui est quand même largement significatif. Et puis le 8 juillet, donc je vous rappelle qu'on l'a implanté fin mai, le 8 juillet, il fait un malaise, il reçoit un choc par son défibrillateur. Et donc, à l'époque, la télécardiologie n'était pas très, très développée. Aujourd'hui, la plupart des défibrillateurs sont suivis à distance. Et le patient est revenu ou amené à l'hôpital pour un contrôle. Et là, je vous ai mis, alors en l'occurrence, je vous ai peut-être menti. Je vous ai dit qu'on lui a mis un défibrillateur simple chambre. On lui avait mis un défibrillateur double chambre. Pour une raison qui me semble un peu obscure, probablement aujourd'hui on aurait fait différemment. Et en tout cas, le fait d'avoir un défibrillateur double chambre nous aide énormément à interpréter l'ECG. Vous avez en fait ici les lignes. La ligne ici, c'est la ligne de l'oreillette droite. Ici, c'est la ligne du ventricule droit. Ici, c'est les marqueurs tels que le voit l'oreillette au niveau du défibrillateur. Ici, c'est les marqueurs du ventricule. Et ici, vous avez les cycles. Et vous voyez très bien qu'il y a plus de ventricules que d'oreillettes, donc c'est bien, vous pourriez dire tachycardie ventriculaire. Mais en fait, c'est tellement rapide, vous voyez, on est à 220 millisecondes de cycle, c'est-à-dire pas loin de
260, 270 par minute, on pourrait considérer que c'est un flotteur ventriculaire. Ce n'est pas une fibrillation ventriculaire parce que ça reste relativement organisé, mais on peut considérer que c'est un flotteur ventriculaire bien reconnu, hein, FFF, c'est-à-dire on rentre dans un FV, reconnu par le défibrillateur, qui confirme ici, c'est pour ça que c'est souligné que c'est bien une fibrillation ventriculaire. On dit fibrillation ventriculaire pour le défibrillateur, parce que le défibrillateur a des zones, comme dit zones de TV et zones de FV. Et après, vous voyez les étoiles, c'est parce qu'il charge ses condensateurs, il reconfirme et délivre un choc qui permet le retour en rythme sinusal. Donc voilà, ce patient qui a une cinquantaine d'années, s'il n'était pas revenu à sa consultation, si on ne l'a pas implanté dans les délais, si on l'avait dit, OK, on vous implantera, mais on fera en septembre, il ne serait jamais venu, et puis on n'aurait pas obligatoirement, ce ne serait pas obligatoirement dit, il est peut-être mort, on se serait dit, il n'est pas venu, pas sérieux. Donc on a sauvé la vie à ce patient, et ça montre que la prévention primaire marche. Alors, ce qui est intéressant maintenant dans cette partie-là, c'est que je vais vous dire comment j'aurais fait aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, j'aurais fait la même chose? C'est toujours intéressant de voir ce que vous faites dans le passé et vous voyez, à la lumière des recommandations actuelles, est-ce que vous feriez la même chose ou est-ce que vous feriez différemment? Alors, premièrement, j'aurais fait la même chose en termes de pose de défibrillateur et probablement j'aurais attendu moins longtemps. C'est-à-dire que vous voyez, ça c'est des recommandations 2016 de prise en charge de prévention primaire de la mort subite chez le patient qui a une dysfonction ventriculaire gauche, avec ou sans insuffisance cardiaque, et que vous voyez chez les patients qui sont un YHA classe 2 à 3, qui ont une fraction d'éjection à moins de 35%, inférieure ou égale à 35%, qui ont une espérance de vie de plus d'1 an, ils ont une indication de classe 1, niveau de preuve A ou niveau de preuve B, à la pose d'un défibrillateur en prévention primaire. Et dans la cardiopathie ischémique, on me dit qu'il faut attendre 6 semaines. Et dans la cardiopathie non ischémique, on me dit qu'il faut attendre 3 mois. Donc probablement, j'aurais fait plus court et je vais redonner son rendez-vous d'IRM à 6 semaines et pas à 3 mois, et donc je serais allé beaucoup plus vite. Mais j'aurais quand même posé un défibrillateur. Au jour d'aujourd'hui, je ne mettrai pas un défibrillateur double chambre. Alors je pourrais mettre un défibrillateur VD, si je dois mettre un défibrillateur avec une sonde endocavitaire, on pourrait discuter de mettre un défibrillateur VDD, c'est-à-dire avec un défibrillateur avec une sonde qui a un canal atrial et qui va pouvoir enregistrer l'activité atriale. Et cette activité atriale va permettre d'analyser cette dissociation sans mettre de deuxième sonde, c'est-à-dire qu'il y aurait sur la même sonde à la fois un canal ventriculaire de détection et stimulation et à la fois un canal atrial qui enregistre l'oreillette. Alors, il n'y a pas toutes les marques ne le font pas, mais il y a au moins une marque qui le fait. Ça, c'est la première chose, mais également, je vais vous montrer qu'on peut discuter d'autres options. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Deuxièmement, ce qui est important, la réévaluation des patients, vous voyez, ça c'est important, on nous dit qu'il faut réévaluer les patients entre 6 et 12 semaines après leur infarctus, vous voyez ce qu'on disait, les fameuses 6 semaines, pour voir si il faut leur mettre un défibrillateur et pour voir si on peut éviter les défibrillateurs non nécessaires ou inutiles. L'idée que les patients qui ont une dysfonction ventriculaire gauche, certains vont récupérer. Alors bien sûr, dans ce dossier-là, c'était peu probable parce qu'il avait déjà une dysfonction ventriculaire gauche importante et qu'il avait fait son infarctus et qu'on était largement au-dessus des délais. Et donc, obligatoirement, on s'attendait à peu de récupération. L'idée aussi, c'était de ne pas implanter les défibrillateurs trop tôt. D'abord parce que certains ne seraient pas nécessaires. On estime environ 40% des patients qui améliorent leur fraction d'éjection. Et d'autre part, on sait que c'est une période inflammatoire, thrombotique, et c'est pour ça qu'on n'aime pas trop mettre les défibrillateurs dans cette période. Et des études qui ont été faites très précocement sont en fait négatives. Alors aujourd'hui, j'aurais fait différemment. Hein, c'est quoi ça, les amis? Est-ce que vous reconnaissez? Ce n'est pas un soutien-gorge, hein, c'est ce drôle de gilet. Là, on a eu de la chance, c'est-à-dire que notre patient, on l'a fait sortir. Il a eu en ambulatoire la majoration des bêta-bloquants et il a eu la chance, il n'a pas fait de mort subite dans l'intervalle. Et c'est un vrai problème parce que ça reste relativement rare, les morts subites dans l'intervalle, mais on en a quand même, on en a eu, j'en ai au moins une de mémoire, des patients à qui on a programmé un défibrillateur qui entre-temps sont morts. Et bien, au jour d'aujourd'hui, je ferai différemment, c'est au jour d'aujourd'hui, je lui mettrai une live vest. Alors ça, il n'y a qu'un seul constructeur qui l'a fait, c'est une veste défibrillateur
avec finalement, là devant, vous avez les électrodes, je vais vous le montrer dans un moment, et à l'arrière, vous aurez les patchs, le DEF va choquer de l'arrière. Donc, c'est en gros un gilet de sauvetage à la sortie de l'hôpital. Donc, très intéressant de recourir à ça. Alors, c'est pas donné, hein, je sais qu'en France, on a de la chance, c'est remboursé. C'est bien remboursé, c'est remboursé environ 3 000 euros pour une durée d'utilisation qui peut aller jusqu'à 3 mois. Mais voilà, c'est pas donné. Et donc, voilà, mais c'est le prix de la sécurité. L'idée, c'est que le risque de mort subite, hein, là, vous avez à gauche le risque de mort subite et en bas les mois après l'infarctus. Le risque de mort subite est surtout important dans les premiers mois. Vous savez que le risque diminue dans le premier mois, au-delà de 3 mois notamment. Et donc, effectivement, on veut les protéger dans la période où ils sont plus sensibles. Et puis, d'autre part, on a, ce que je disais tout à l'heure, environ 40% alors moins 40% qui vont améliorer la fraction d'éjection et qui vont pas avoir besoin d'un défibrillateur. Alors, la LiveS, elle a des indications de remboursement en France. Les plus connues, alors, ça a été réévalué, cette diapositive n'est pas à jour, je devrais vous redonner la nouvelle. C'est la même philosophie, mais les indications sont un peu plus élargies. Et par exemple, maintenant, avant le remboursement, on va dire l'indication majeure pour laquelle on l'utilise, c'est les patients qui ont une fraction d'éjection inférieure à 30% et qui nécessitent soit qui viennent d'avoir un stade coronaire ou qui viennent faire un infarctus. Ce seuil a été augmenté jusqu'à 35%, c'est-à-dire en post-infarctus ou chez un patient qui a une cardiopathie ischémique et qui a été dilaté et qui a une fraction d'éjection moins 35%, la LiveS est remboursée. On peut aussi l'implanter. On attend notre transplantation cardiaque si on ne veut pas leur mettre de défibrillateur, mais ça, c'est plutôt pour les patients qui doivent être implantés dans un délai très court. En général, on leur met un défibrillateur. Et puis, on peut essayer de la mettre après explantation d'un défibrillateur, par exemple pour une infection. J'ai un patient, par exemple, comme ça, qui est parti en rééducation, qui a eu les antibiotiques pour une infection de défibrillateur qu'on avait explanté et qui a actuellement la LiveS et que normalement on devrait réimplanter au bout des 3 mois, et comme ça on sera sorti de la période infectieuse. Donc aujourd'hui, j'aurais fait différemment. Aujourd'hui, je ne l'aurais pas laissé sortir sans gilet de sauvetage et j'aurais mis la veste. Donc là, maintenant, la veste, c'est dans les recommandations de la Société européenne de cardiologie. Voilà à quoi ça ressemble. Je l'ai dit tout à l'heure, les électrodes, elles sont tout autour et les patchs de défibrillation sont à l'arrière. Et en fait, automatiquement, s'il y a un emballement, le gel qui était ici se retrouve appliqué automatiquement. Et donc, le choc peut être lancé. Et c'est des chocs à 150 joules. Hein, donc, quand même, s'il est conscient, il ne va pas aimer. Mais ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, il a la possibilité d'annuler le choc, le patient, si par exemple il est conscient. C'est-à-dire, ce qui va se passer, c'est qu'en cas d'arythmie, l'arythmie va entraîner d'abord une vibration, puis des sirènes qui vont devenir de plus en plus fortes, puis dire une consigne vocale qui va dire électrochoc possible, comme sur les défibrillateurs automatiques externes. Et puis, le gel est appliqué, une nouvelle consigne, ne touchez pas au patient pour l'entourage, puis un choc électrique. Et donc, le patient peut bien sûr annuler le choc à n'importe quel moment, si par exemple il est conscient, et on dit au patient, si vous avez annulé 2 chocs, vous devez appeler le SAMU, parce que peut-être que vous avez fait 2 TV et que malgré tout, vous n'avez pas perdu connaissance. Bien sûr, s'il a perdu connaissance, ben, il va être défibrilé. Et bien sûr, il faut qu'il la mette le plus longtemps possible, quasiment tout le temps, sauf quand ils prennent une douche. Donc, voilà, l'idée, c'est de protéger, donc pour cela, ils doivent la mettre tout le temps. Donc, vous voyez, là, par exemple, c'est un exemple de tracé à nos patients, où là, le début de l'emballement, vous voyez, et là, vous avez bien une fibrillation ventriculaire, là, le choc, et vous voyez le rythme sinusal derrière qui réapparaît. On ne va pas bien montrer, mais c'est pas grave. Donc, le défibrillateur, donc ça, c'est le premier élément que je voulais discuter aujourd'hui avec vous, c'est la veste défibrillateur. Le deuxième élément que je voudrais discuter avec vous, alors je sais bien que probablement vous n'en avez peut-être pas implanté, c'est aujourd'hui, il est possible de mettre des défibrillateurs qui n'ont pas de sonde dans le cœur. Peut-être ce patient-là serait un bon candidat parce que ce patient-là, pour le moment, n'a pas d'indication de resynchronisation. Il a des QRS à 120 millisecondes, il a ça fait de l'insuffisance cardiaque, mais il a une grosse séquelle antérieure. Donc la resynchronisation chez lui, pour le moment, n'est pas franchement indiquée. Et donc, est-ce qu'on a besoin absolument de lui mettre une sonde dans le cœur? Ben, peut-être pas, et on peut peut-être éviter en lui mettant un défibrillateur sous-cutané.
c'est-à-dire un défibrillateur avec une sonde sous-cutanée. Et ces défibrillateurs de sonde sous-cutanée, comme vous voyez dans les recommandations, sont des alternatives. Par exemple, s'il y a des problèmes d'accès veineux, si le patient est jeune, par exemple, voilà, si le patient a eu des infections, par exemple, il a déjà été infecté ses prothèses à droite et à gauche, on n'a plus de voie d'abord, donc on pourrait lui mettre un défibrillateur sous-cutané. Et bien sûr, il faudra accepter que ce défibrillateur ne fera pas pacemaker cette fois-ci, puisqu'il ne peut pas stimuler à travers la peau. En fait, il peut essayer d'avoir une toute petite stimulation post-choc à travers la peau. C'est la stimulation transcutanée, ça ne marche pas très bien, c'est relativement mal ressenti par le patient, mais ça ne va pas délivrer, de stimulation, ça ne va pas avoir de fonction pacemaker. Voilà à quoi ça ressemble. En fait, c'est un petit peu de la chirurgie, mais c'est tout à fait jouable. En général, les interventions se passent sous anesthésie générale, mais de plus en plus, on les fait sous anesthésie locale avec également des médicaments antalgiques puissants, plus puissants que la morphine, et également avec on peut bloquer le plexus serratus ici. On peut demander à l'anesthésie de faire une anesthésie loco-régionale, ce qui permet de travailler dans cette zone au niveau de l'aisselle de manière plus confortable sans avoir à endormir le patient. Et la sonde, on la tunnelise entre l'aisselle ici et là, et après on la tunnelise sous la peau. Donc l'idée, c'est qu'il y a une incision là, bien sûr, et puis il y aura une toute petite incision au creux du manubrium sternal pour récupérer la sonde et pouvoir aller la glisser le long du sternum. Donc bien sûr, ce défibrillateur va délivrer des chocs plus puissants, jusqu'à 80 jours, mais ne va pas stimuler. Mais l'idée, ce serait que ça n'entraîne pas de risque d'endocardite, ce qui est quand même un gros avantage. Et d'autre part, la sonde qui est plus rigide, puisqu'elle n'a pas besoin d'avoir la souplesse des sondes qui sont à l'intérieur du cœur, va être en théorie plus solide. Et donc, en théorie, là aussi, ça reste à prouver qu'il y aurait possiblement moins de chocs inappropriés. C'est pas gagné. Pourquoi? Parce que comme c'est sous la peau, ça enregistre le CG. Le raisonnement ne se fait pas sur les EGM, les électrogrammes à l'intérieur de la sonde, mais plutôt par l'analyse de l'ECG. Donc aujourd'hui, peut-être, je pourrais discuter de lui mettre un défibrillateur sous-cutané au lieu de lui mettre un défibrillateur conventionnel. Donc voilà, donc dans cette première partie, vous voyez, je vous ai adressé le défibrillateur en prévention primaire, notamment dans la cardiopathie ischémique, au-delà de la cardiopathie ischémique, les nouveautés avec la veste défibrillateur ou avec le défibrillateur sous-cutané comme alternative au défibrillateur conventionnel. Maintenant, on va un petit peu parler de resynchronisation et je vous ai choisi un cas. Donc maintenant, on va parler de resynchronisation et j'ai choisi un cas tiré de notre pratique qui date d'il y a quelques années aussi, mais là aussi, on analysera le devenir de ce patient au vu des dernières recommandations. Alors, ce patient a 68 ans et faisait des œdèmes pulmonaires cardiogéniques sévères répétés. Il a un antécédent de l'infarctus du myocarde avec un vrai remodelage apical, mais dont il garde comme séquelle une... Excusez-moi, parce que c'est l'hôpital qui m'appelle. Allô? Je suis en plein webinar, mais est-ce que je peux te rappeler? Je te rappelle. Ah tiens, je te rappelle. Merci. Ça peut répondre. Donc je récapitule. Donc, dans cette présentation, je voulais parler de la resynchronisation avec la vision d'un cas clinique, qui est un cas relativement ancien, mais finalement qu'on va actualiser au vu des dernières recommandations. Et j'ai choisi ici un patient de 68 ans qui a fait plusieurs œdèmes pulmonaires cardiogéniques à répétition sur un terrain de cardiopathie ischémique avec un bon remodelage apical, mais qui avait une fuite mitrale importante. Et traitement médical maximal, IEC, spironolactone, bêta-bloquant. Il n'avait pas à l'époque sacubitril valsartan et diurétique, bien entendu. Il a été en rythme sinusal avec un bloc de branche gauche complet. Et il avait une insuffisance rénale chronique. Vous voyez, une créatinine à 389 micromoles par litre. Je ne vous ai pas mis la clairance. Et à l'échographie cardiaque, vous voyez qu'il avait une large séquelle antéro-septo-apicale, un ventricule gauche dilaté, fraction d'éjection à 25%, une insuffisance mitrale massive, avec une béance valvulaire, une restriction bivalvulaire, un anneau mitral qui était dilaté, une hypertension pulmonaire importante à 80 mm de mercure. Et à l'époque, on faisait encore pas mal d'échographies sur l'asynchronisme. Il y avait un asynchronisme intra- et interventriculaire évalué à l'écho. On fait moins maintenant parce que les indications de resynchronisation sont essentiellement basées sur le CG. On attend toujours le marqueur écho qui nous permet de dire celui-là, on va le faire, celui-là, on ne va pas le faire.
Alors, chez ce patient, on a discuté plusieurs options. On a discuté de l'adresser en chirurgie et on a adressé dans un centre de référence de prise en charge de la valve mitrale. Et ce patient a été récusé pour la plastie mitrale chirurgicale, car le risque chirurgical était élevé. Il avait un Euroscore à 12 et sa mortalité avait estimé à 35%. À l'époque, il n'y avait pas encore le MitraClip comme il existe aujourd'hui. Il y avait la possibilité de faire une annuloplastie mitrale percutanée, ce qui se fait également aujourd'hui. On était dans les débuts, on était dans les protocoles d'inclusion et il n'était pas incluable en raison de la science rénale importante. Et donc, on nous l'a proposé en disant, mettez-lui un appareil de resynchronisation, mettez-lui un pacemaker triple chambre, et peut-être qu'en gagnant la resynchronisation, il a des QRS très larges. Vous savez que dans les études, en gros, les patients resynchronisés gagnent une classe NYHA et gagnent une classe d'insuffisance mitrale, ben voilà, ce sera tout gagné. En l'occurrence, là, on a choisi de mettre un pacemaker triple chambre, pas un défibrillateur triple chambre. On n'était pas sûr de son espérance de vie. Pour info, après, il va survivre beaucoup plus qu'un an. Et donc, on a décidé de lui mettre un pacemaker triple chambre. Peut-être qu'aujourd'hui, on aurait mis un défibrillateur triple chambre, parce que de toute façon, il a une cardiopathie ischémique avec un risque de mort subite non négligeable. Mais on peut dire aussi que plus votre classe NYHA monte et plus votre risque de mortalité augmente, mais plus votre risque de mort subite est moins important comparé au mort par l'insuffisance cardiaque. Donc, c'était quelque chose qui reste encore aujourd'hui défendable de lui mettre juste un pacemaker triple chambre. Et alors, ce n'est pas les vidéos, mais c'est plus facile de montrer des photos, mais je peux vous montrer que vous pouvez voir que ces photos sont prises au même moment de la séquence. Ça, c'est l'échographie sur la gauche avant, et ça, sur la droite, c'est l'écho après, resynchronisation. Et que vous voyez que je prends bien mon curseur sur le CG et que je suis globalement au même moment, ici, vous voyez, et ici et ici. Et vous voyez, ce qui est détonnant, c'est que non seulement je baisse mon insuffisance mitrale de manière importante, mais que d'autre part, je n'ai même plus ma béance valvulaire, c'est-à-dire le fait de la resynchroniser, j'ai diminué finalement, j'ai eu un effet de réduction de taille du ventricule et donc de réduction de la dilatation de l'anneau. Là, je vous ai mis les recommandations ESC 2016. Désolé, j'aurais dû prendre la figure d'origine parce que là, c'est une figure traduite, mais ce qui fait que les codes couleurs ne correspondent pas tout à fait à ce qu'on a l'habitude de voir. Et donc, vous savez que maintenant, la resynchronisation est indiquée dès le classe 2 de la NYHA, peu importe des détails de cette slide qui est trop détaillée, dès classe 2 de la NYHA, qu'on préfère resynchroniser des blocs de branche gauche. Et si on a des QRS à plus de 150 millisecondes avec un bloc gauche, on est en classe 1. Si on a des QRS à plus de 130 millisecondes avec un bloc gauche, on est en classe 1, mais à niveau preuve B. Et si on a un bloc non gauche, on peut les resynchroniser, mais c'est en classe 2A si les QRS sont à plus de 150 millisecondes, ou en classe 2B si les QRS sont à plus de 130 millisecondes. Donc, vous voyez, globalement, on est, il y avait également les indications dans les recommandations actuelles. Alors, ce qu'aujourd'hui, j'aurais fait différemment, c'est-à-dire, vous avez vu, les recommandations n'ont pas changé, j'aurais mis un pacemaker triple chambre, ou on peut discuter un défibrillateur triple chambre. Je vais vous montrer des choses que je fais différemment aujourd'hui, mais qui sont finalement des choses non visibles. Les choses non visibles, c'est des choses que vous n'allez pas voir obligatoirement, parce que si vous n'êtes pas rythmologue, vous ne saurez pas ce qu'on lui a mis. D'abord, vous n'allez pas voir qu'on met maintenant systématiquement, vous voyez sur la droite, quasi systématiquement des sondes ventriculaires gauche quadripolaires, c'est-à-dire avec 4 pôles, ce qui nous permet de stimuler d'abord à choisir l'endroit où on veut stimuler. On peut imaginer que le nerf phrénique passe ici, et donc le fait de stimuler en distal, ça évite de stimuler le nerf phrénique. Et puis d'autre part, ça permet également de faire ce qu'on appelle la stimulation multipoint. Alors, c'est un coup de batterie de faire de la stimulation multipoint. C'est-à-dire que vous pouvez décider de stimuler à la fois VG1, VG2, et d'autre part VG3, VG4, et en plus du VD. C'est-à-dire que ça vous permet d'avoir un effet de prendre le ventricule de manière plus importante. Et vous voyez que dans cette étude, c'est une petite étude qui date un petit peu, et depuis, on a eu plein d'autres données qui montrent que la réponse était meilleure. Ça, c'est une sonde un peu particulière, atriale, qui existe que chez un seul constructeur. Il est possible aussi, chez ce constructeur, elle existe encore d'ailleurs, la sonde atriale, vous pouvez utiliser une sonde un peu plus technologique qu'une sonde atriale conventionnelle, avec à l'intérieur finalement un quartz piézoélectrique à l'intérieur de la sonde atriale et qui va en fait vibrer avec l'activité du patient et va pouvoir d'adapter la stimulation à l'hémodynamique. Et il y a des petites études également qui ont montré une réduction des hospitalisations lorsqu'on utilisait ces algorithmes. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, je serais plus technologique.
Alors, l'une des études et l'un des débats, c'est de savoir, et vous avez vu mon hésitation, de dire est-ce que je lui mets un défibrillateur triple chambre, est-ce que je lui mets un pacemaker triple chambre. Et la discussion a été relancée par cette étude qui s'appelle Danish, qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine. Et vous voyez, vous n'avez pas besoin d'avoir 18 000 patients pour démontrer quelque chose. Vous avez ici 1100 patients et randomisés pour la moitié dans le groupe. euh, donc, vous voyez, ils sont randomisés à moitié-moitié entre défibrillateur et pas défibrillateur, mais ce qu'il faut savoir, ce qui rend les choses compliquées, c'est qu'il y a des patients qui n'ont pas d'indication de resynchronisation, donc ils ont soit rien, soit un défibrillateur, et dans notre groupe, ils ont une indication de resynchronisation, donc il y a certains qui vont avoir une resynchronisation par un défibrillateur et d'autres qui vont avoir une resynchronisation par un pacemaker. Alors là, on compare le groupe défibrillateur et pas défibrillateur, donc vous voyez que sur la mortalité totale, la différence n'est pas significative, c'est-à-dire qu'on ne démontrait pas une réduction de mortalité avec le défibrillateur. Alors bien sûr, il y avait moins de morts subites, et ça s'est réduit de 50%, mais que le bénéfice absolu est bien plus faible que ce que je vous avais montré dans MADI 2. Et donc l'idée, bien sûr, c'est lorsque vous regardez les sous-groupes, vous voyez qu'il y a un seul sous-groupe finalement qui semble bénéficier du défibrillateur, même pas qu'un seul, il y en a peut-être même deux, c'est les patients jeunes à moins de 59 ans et les patients qui ont un NT-proBNP bas, enfin moins 1177 picorams par paramètre, on va dire ceux la moitié inférieure des taux de BNP. Donc, on peut imaginer que lorsqu'on est en prévention primaire, il faut privilégier de mettre le défibrillateur aux patients bien sûr les plus jeunes et les patients qui ne sont pas dans un degré de sévérité important de leur insuffisance cardiaque parce qu'il serait déjà probablement trop tard. Mais un des biais, ici, c'est qu'un groupe, ils ont eu la resynchronisation et l'autre groupe a eu un défibrillateur avec la resynchronisation. C'est-à-dire que dans le groupe resynchronisation, ils ont déjà le bénéfice de la resynchronisation. Je ne vous ai pas mis les études qu'on compagnonne. Je ne sais pas si je vais les citer plus tard, mais toutes les études qui ont montré l'intérêt de la resynchronisation. Donc, il y a déjà toute la réduction des événements liés à la resynchronisation. La seule différence, c'est sur le risque de mort subite. Et donc, c'est pour ça que vous avez du mal à le démontrer. Donc voilà, donc ça reste une question et qui se pose notamment chez vous. Alors c'est vrai que quand on a un moyen maximal, c'est plus facile et qu'on a tendance facilement à compter les défibrillateurs. Je vous ai dit, mon patient, j'ai mis un pacemaker triple chambre, mais aujourd'hui, on aurait pu discuter de lui mettre un défibrillateur. Alors, bien sûr, la technique d'implantation est la même. C'est pas beaucoup plus compliqué de mettre une sonde de DEF, mais bien sûr, le risque du défibrillateur, c'est les chocs inappropriés. Et les chocs inappropriés sont pas anodins. Bon, il peut y avoir des sondes qui vieillissent avec le temps. Les antécédents pour ceux qui sont plus vieux, qui ont connu la sonde Fidelis, Riata, etc., qui ont eu des problèmes. Donc, c'est la sonde de défibrillateur, c'est un concentré de technologie. Alors, donc, j'arrive à la fin de ma présentation et j'espère que vous avez apprécié. Alors, comme vous avez vu, on a parlé de prothèses, mais les prothèses, c'est un médicament, hein. Donc, c'est un médicament, mais On n'entend pas, je ne sais pas. Vous entendez? Il y a le son là. Je ne sais pas si c'est juste pour moi. Cher, c'est Kerkouri qui a coupé le solide marin. Rallume ton micro, هذاك الكوري. S'il te plaît, rallume ton micro. Walid, ton micro est coupé. ah, bah, Il faut qu'il reste. ok, c'est bon. Quelqu'un qui voulait. J'ai dépassé mon temps de parole. Et donc, voilà. Donc, maintenant, je vois vos questions. Et si vous avez des questions, avec plaisir. Et je vous remercie encore de votre attention. Merci beaucoup à Walid, cher ami, pour cette excellente conférence. Donc, notre ami Amara doit nous quitter à 19 heures précises, hein, parce qu'il a un petit rendez-vous important. Donc, vous avez la parole. Bon, il y a le chat déjà, tu peux lire. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, il y a quelques questions. On va essayer de les passer en revue. Ah bon, fraction d'éjection à 15%, on demande l'espérance de vie. Ben, en fait, ça dépend. On a des patients qui ont une fraction d'éjection à 15% et qui vivent très longtemps. Donc, je pense qu'honnêtement, le patient, le premier qui avait moins de 50 ans, il fallait lui mettre un défibrillateur. Il a moins de 50 ans. Et voilà. Donc, après, il y a patient et patient. Je regarde, mais en même temps, n'hésitez pas à m'interrompre. La live vest, bon, on en a parlé. Je vais pas, voilà, la veste défibrillateur. Bien entendu, voilà, avec les problèmes de remboursement, il faudra avoir un remboursement. Le DEF cutané, on en a parlé.
On me demande, chez un patient implanté pour une cardiopathie ischémique en prévention secondaire et on fait une extériorisation à 2 reprises, faut-il le réimplanter une 3e fois? Eh bien, s'il est extériorisé, c'est qu'il s'est infecté, donc il a fallu bien sûr l'explanter. Et faut-il le réimplanter une 3e fois? La problématique au moment où vous allez vouloir le réimplanter, c'est que vous avez déjà utilisé les 2 côtés. Donc, c'est un vrai problème. L'idéalement aurait été de vous dire de lui mettre un défibrillateur sous-cutané. Voilà, si en prévention secondaire, c'est difficile aujourd'hui de se passer de se passer du défibrillateur. On n'a pas parlé trop de remodelage inverse, mais bien entendu, voilà, la resynchronisation joue un rôle de remodelage inverse, bien entendu. On pose la question du sacubitril/valsartan, qui est effectivement maintenant dans notre panel de traitement et qui fait partie de l'ajustement des traitements médicamenteux des patients insuffisants cardiaques. Et donc, tous ces 2 patients-là que je vous ai présentés aujourd'hui, bien entendu, aujourd'hui, on leur mettrait le sacubitril/valsartan, bien entendu, pour optimiser. Et d'ailleurs, dans l'étude avec le sacubitril/valsartan, dans Paradigme, il n'y a pas beaucoup de défibrillateurs. Et donc, on peut imaginer qu'on poserait moins de défibrillateurs en prévention primaire avec ce traitement. On me demande, est-ce que la stimulation ischémique pourra avoir un avenir? Oui, j'y crois énormément. Parce que, en fait, effectivement, la stimulation ischémique, si on commence à avoir des études, ça pourrait être très intéressant pour vous, parce qu'effectivement, là, vous allez stimuler le faisceau de His, et vous allez corriger un peu de branche gauche. C'est-à-dire vous pouvez éviter de mettre un pacemaker triple chambre, donc vous ne mettriez qu'un pacemaker double chambre. Donc ce serait très intéressant. Il y a une technique un peu à apprendre, mais voilà, c'est pas impossible. Dans la cardiopathie ischémique, mettez-vous un défibrillateur simple ou double chambre? On me demande. Excellente question. Je mets plus beaucoup de double chambre parce que les doubles chambres, en gros, on les met parce qu'on rajoute une morbidité liée à la sonde atriale et on les met lorsqu'on a besoin de stimuler. Et c'est vrai que maintenant, on a des défibrillateurs VDD qui permettent d'enregistrer l'activité atriale sans stimuler, donc ce qui peut être intéressant. Donc, je mets un défibrillateur double chambre, on va dire un patient qui est lent sous bêta-bloquant et qui a une indication de défibrillateur, par exemple. Donc, c'est un patient qui a besoin d'un stimulateur également double chambre. Place à l'indication du bilan coronarographique avant resynchronisation, très large. Et là, n'hésitez pas à demander à votre... de toute façon, il a une insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection réduite. À un moment donné, il va avoir un coro. Et s'il vous plaît, demandez à vos coronarographistes de faire un temps tardif, c'est-à-dire juste laisser un petit peu la pédale le pied sur la pédale et de vous enregistrer les veines coronaires. Ça vous rendra un énorme service et vous verrez, je peux vous montrer des exemples où vraiment ça vous aidera le jour de l'implantation. Donc la coro est large et surtout leur demander de faire un temps tardif. Là, on me demande un patient de 75 ans, dyspnée stade 2, cardiopathie ischémique, fraction d'éjection 30%, maladie de l'oreillette, tachy-FA interne avec bradycardie sinusale à 40 par minute, asymptomatique. Est-ce qu'on met un CRT? Excellente question. Excellente question. Alors là, il y a plusieurs... on pourrait le prendre de différentes manières. Hein. On pourrait le prendre de manière très moderne et on dirait que ce patient a probablement une indication à l'ablation de l'AFA dans les dernières recommandations. On pourrait faire un autre webinaire sur ça. C'est les dernières recommandations de l'AFA. Si on pense que c'est une cardiopathie rythmique et que la fraction d'éjection s'améliorait en rythme sinusal, vous pourriez, au lieu de lui mettre des bêta-bloquants, au lieu de mettre des médicaments ralentisseurs, lui ablater sa AFA et finalement, probablement sa fraction d'éjection s'améliorerait. Voilà, donc en l'occurrence, ce patient-là, ça dépend si on pense qu'il sera, si vous voulez, si ce patient, vous ne choisissez pas l'option rythmique, vous choisissez l'option brady, c'est-à-dire, vous voulez juste éviter les bradycardies, et vous allez lui mettre un défibrillateur, une resynchronisation si vous voulez, si vous pensez, la resynchronisation sera indiquée si vous pensez que ce sera très souvent stimulé. Si la probabilité est faible, on pourrait éventuellement s'en passer. Avec ou sans test d'ischémie préalable? Bon, ça, c'est l'éternel débat. Hein, quand vous avez une dysfonction ventriculaire gauche, est-ce que vous mettez, est-ce que vous faites un test d'ischémie ou est-ce que vous faites une coronarographie? C'est une bonne question. Hein, c'est une question plus ou moins difficile. Et voilà, donc plus la fraction d'éjection est basse, plus
plus la fraction d'éjection est basse et plus on a tendance à mettre, à finalement faire la coronarographie ou faire un coroscanner, etc. maintenant. Et s'ils ont, voilà, effectivement, si on a un patient de 50 ans, qui a une cardiomyopathie dilatée familiale avec des cas dans la famille, au jour d'aujourd'hui, on ferait peut-être pas la coro systématique, hein. Peut-être qu'aujourd'hui, on ferait moderne et on ferait une IRM cardiaque et on verrait qu'il n'y a pas de séquelles d'infarctus et que ça se présente, il n'y a aucune séquelle et dans ce cas-là, on pourrait se passer de la coro, on pourrait lui faire un coroscanner également. Donc, les choses évoluent, c'est-à-dire que la coronarographie dans le bilan d'insuffisance cardiaque, telle que je l'ai apprise quand j'étais interne, ont évolué, ont changé et changent au fur et à mesure. On demande l'ablation de FA aujourd'hui en première intention, c'est quelque chose qui va augmenter, hein, et ça c'est. Alors bien sûr, si vous ne faites pas d'ablation, commencez par faire de l'ablation simple et commencez par faire l'ablation du flotteur avant de faire l'ablation des tachycardies jonctionnelles et des Kent, puis vous lancerez sur la FA qu'après quelques années d'expérience. Mais effectivement, l'ablation de FA, elle est en grade 2A maintenant en première intention, hors insuffisance cardiaque, et elle est en grade 1 dans l'insuffisance cardiaque si on pense qu'il y a une part de cardiopathie ischémique. Oui, on me dit la cardiopathie n'est pas rythmique, il y a un infarctus, il y a une zone cicatricielle. Oui, mais si le patient de tout à l'heure, tout dépend en rythme sinusal, est-ce qu'il est mieux? C'est juste, c'est une discussion qu'on peut avoir au cas par cas. Oui, là, on me cite plusieurs paramètres échographiques, notamment le strain, notamment par exemple. En fait, tous ces outils, c'est des outils intéressants pour évaluer le degré de désynchronisation, pour nous aider à resynchroniser ou pas un patient, par exemple. Mais pour le moment, les recommandations sont simples. Et en fait, dans la vie, il faut des réflexes simples. Donc, pour le moment, elles sont basées sur les QRS. L'indication de resynchronisation est basée sur les QRS. Ça ne veut pas dire que dans des cas précis, on ne peut pas discuter. Ça ne veut pas dire, par exemple, qu'on ne peut pas régler un stimulateur cardiaque. Mais de plus en plus, un appareil de resynchronisation, il a des possibilités de s'auto-adapter, de régler ses délais auriculoventriculaires automatiquement, de régler ses délais interventriculaires automatiquement, voire même de stimuler que le VG et pas stimuler les deux ventricules. Mais voilà, si le patient est non-répondeur, on fera largement l'échographie et on essaiera de le régler sous écho, par exemple. Respectez-vous les recommandations pour le DAI, surtout si la fraction d'éjection est très altérée ou la cardiomyopathie est non ischémique. Moi, je vous dis, si la fraction d'éjection est très altérée, le risque de mort subite est quand même important. Et je prends en compte juste le risque, l'espérance de vie, mais ce qui est évaluer l'espérance de vie, vous pourriez faire l'espérance de vie à un patient de 95 ans, vous allez voir, il a passé tous les caps, il a survécu à tout, et il lui restera probablement 3 ans de plus. Mais peut-être que je suis là, vous allez dire quand même, il ne faut pas abuser, on ne va pas lui mettre un défibrillateur. Au-delà de 80 ans, ça reste, voilà, au-delà de 85 ans, ça reste rare de mettre des défibrillateurs, mais voilà, 80 ans, on en a encore pas mal qui en ont, puis on est amené à changer en plus. Donc, quand la fraction d'éjection est basse, je suis dans les critères de poser un défibrillateur. Donc, je n'ai aucun souci à ce niveau-là, y compris dans la cardiopathie non ischémique. La question se posera dans l'avenir. Le problème qu'on a au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on met des défibrillateurs en prévention primaire qui coûtent cher et que pour des événements de mort subite qui ont diminué. Donc, c'est-à-dire avant, on était à environ 7% par an d'événements rythmiques en post-infarctus et aujourd'hui, c'est beaucoup moins. C'est pour ça qu'on peut se poser la question s'il faut continuer à poser des défibrillateurs en prévention primaire et la question se posera de plus en plus si on attend d'autres études. Alors, je pourrais mettre beaucoup plus d'espoir et là, il y a Lamia qui pose la question sur l'ablation des extrasystoles ventriculaires et qui ouvre le débat sur l'ablation. Effectivement, j'investirai beaucoup plus sur l'ablation parce que son coût finalement sera moindre que poser un défibrillateur. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de troubles de rythme qu'on va pouvoir ablater. On a parlé de l'AFA, là, elle évoque les extrasystoles ventriculaires. Bien entendu, est-ce qu'il faut ablater les extrasystoles ventriculaires sans dysfonction ventriculaire gauche? Pas obligatoirement, ça dépend des symptômes. S'il y a une dysfonction ventriculaire gauche, ça nous pousse plutôt à les ablater parce qu'on se dit il y a aussi une part de cardiopathie rythmique possible. On m'a dit, le défibrillateur sous-cutané, Nawel, j'espère que tu vas bien. Est-ce qu'en dehors des soucis d'abord vasculaire ou de risque infectieux, quelle est la place du défibrillateur sous-cutané? C'est une question très intéressante parce qu'en fait, la question qui se pose pour le défibrillateur sous-cutané, d'abord, c'est qu'il est un peu plus cher.
donc à l'achat, parce qu'en fait, même en France, le remboursement de l'hospitalisation est lié à la pose du défibrillateur, et donc quel que soit le défibrillateur que vous mettez, vous avez le même remboursement. Donc si vous mettez un défibrillateur qui coûte cher, c'est l'hôpital qui paye. Donc il y a un coût, effectivement, sur lequel on doit discuter. Le deuxième élément, c'est que la pause est un peu plus longue, il y a un protocole d'anesthésie à gérer, donc effectivement un peu plus contraignant. Mais donc voilà, donc on va dire, plus ils sont jeunes, plus on aura tendance à l'évoquer. Bien sûr, si un de nos correspondants évoque de lui poser, on va plus facilement y penser. Il faut les screener avant. C'est un test CG avec le programmateur qui permet de vérifier que l'amplitude de l'onde d'air est suffisamment importante par rapport à l'onde T qui soit suffisamment faible pour qu'il n'y ait pas de double comptage, parce qu'effectivement, vous êtes en train juste d'enregistrer le CG. On me demande comment évaluez-vous le risque de mort subite par rapport au risque de mort globale. En fait, c'est difficile. C'est pas ce que vous faites en pratique et dans vos patients. Vous n'êtes pas en train d'évaluer leur risque de mort subite comme ça. Et effectivement, c'est la difficulté, c'est qu'on n'est pas en train de. J'ai pas un critère pour l'évaluer. Hein, donc même cette évaluation de l'espérance de vie depuis d'un an, elle est relativement subjective. Il y a moyen de le faire, mais je vous dis, ces moyens sont complètement faussés. Si vous essayez d'évaluer l'espérance de vie d'un patient avec des algorithmes, vous verrez que votre espérance de vie, le plus souvent, supérieure à un an, alors que intrinsèquement, vous verrez pour certains patients, accidents rénaux, âgés, avec dégradation de l'état général, vous aurez envie de ne pas leur mettre des défibrillateurs, et c'est ce qu'on fait. Donc, je prends en compte l'âge, de manière subjective et de manière avec des pincettes, parce que je ne bloque pas sur l'âge, l'insuffisance rénale. La patient rénale a quand même une espérance de vie qui est réduite. Et les autres comorbidités associées. La fraction d'injection, je ne peux pas vous dire que c'est un critère absolu, puisque vous avez vu que mes patients avec une fraction d'injection très réduite, je leur mettais un défibrillateur, bien entendu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, je pense que j'ai passé le chat. J'ai traité les questions. On a une autre qui apparaît. Si c'est fait, on peut donner la parole au professeur Benkouar, notre rythmologue que tu dois connaître. Riyad. Bonjour. Vas-y, si tu veux intervenir, Riyad. Pas si tu es avec nous. Riyad, tu es là, oui ou non? Donc, nous avons quelques rythmologues avec nous. Il y a Bourahla, si tu veux intervenir avant. Il nous reste 10 minutes. Bourahla, Oui, merci, docteur Amara, pour votre présentation et d'être parmi nous. Je voulais juste vous mentionner entre le choix CRTP ou CRTD, chez le sujet jeune, quand il est au stade 2, quand il y a une espérance de vie donc, qui doit être supérieure à un an, est-ce que vous prenez en compte ces considérations qui sont en principe d'actualité actuellement? Donc, je pense que vous parlez d'une cardiomyopathie dilatée avec une fraction d'éjection à moins 30% et qui est un patient jeune qui a une indication de resynchronisation. Et la question que vous posez, c'est est-ce que je lui mets un pacemaker triple chambre ou un défibrillateur triple chambre? Au jour d'aujourd'hui, de manière simple, hein, je lui mets un défibrillateur triple chambre sur le critère qu'il est jeune et dans le sous-groupe, d'abord parce que je n'ai pas encore de recommandation qui me dit qu'il ne faut pas le faire. Je pense que je ne serais peut-être pas super pressé pour l'implanter, c'est-à-dire que je vais l'une de mes astuces, finalement, c'est d'optimiser au maximum. Si vous ne voulez pas implanter un défibrillateur trop vite, tout simplement, essayez d'optimiser vos médicaments, essayez de rajouter le saccubus rivacertan, essayez d'augmenter. Si vous êtes toujours dans les seuils de risque de mort subite, j'ai tendance au jour d'aujourd'hui à continuer à leur mettre des défibrillateurs parce que je n'ai pas de boule de cristal qui permet de différencier un patient qui fera la mort subite de celui qui ne la fera pas. C'est difficile. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous mettez un défibrillateur double chambre, vous augmentez la morbidité de votre procédure, vous rajoutez une sonde supplémentaire, un temps supplémentaire dans votre procédure, même si ce n'est pas compliqué de mettre une sonde atriale. Vous rajoutez du matériel, vous rajoutez un peu de coût à votre procédure également, votre défibrillateur va être un peu plus cher, puis vous rajoutez le coût d'une sonde. Et donc, effectivement, au jour d'aujourd'hui, on limite au maximum, le marché se divise essentiellement entre la resynchronisation et le simple chambre. Et je vous ai dit, il y a une marque qui permet d'avoir le canal atrial sur une seule sonde, et ça, j'apprécie quand j'ai une indication de simple chambre d'éventuellement mettre un VDD qui permet d'enregistrer l'oreillette. Merci. De rien.
On me demande sur le premier cas clinique si j'ai demandé une IRM pour évaluer la fraction d'éjection. J'ai évalué l'IRM, oui, ça faisait partie de mon protocole à l'époque, d'évaluer la fraction d'éjection et comme ça on planifiait à l'avance. Et puis je pense que même avant de mettre un défibrillateur, c'est bien de faire une IRM. Parce que demain, ce patient, vous voyez, ce patient-là, il a eu un choc, enfin, sans défibrillateur, peut-être qu'il faudra discuter à un moment donné d'une ablation. Et bien, vous êtes content d'avoir l'IRM, ça vous donne également une analyse morphologique. Donc, on a l'indication très large. Et comme ces patients-là, finalement, au moment où ils sont sortis, on a planifié l'IRM au lieu de planifier une écho. Donc, voilà, j'ai une indication très large à faire l'IRM. Il y a German qui insiste avec sa question à plusieurs reprises. Pourquoi les femmes Ah, ça, j'ai eu du mal, c'est pour ça que je reconnais que je n'ai pas répondu à cette question. Docteur Germain, la question est difficile. Vous demandez pourquoi les femmes répondent mieux au CRT. D'abord, je n'étais pas sûr de cette donnée. Je sais qu'en général, les femmes sont moins bien traitées que les hommes, en général, quelle que soit la pathologie. Est-ce qu'elles répondent mieux au CRT? Alors, est-ce qu'il y a le biais que le fait beaucoup n'ont des cardiopathies non ischémiques finalement, et donc on sait que les cardiopathies non ischémiques ont une meilleure resynchronisation, une meilleure réponse à la resynchronisation. Mais pourquoi finalement je n'ai pas répondu? Parce que le sexe n'est pas un élément qui va déterminer mon choix de prothèse, et donc c'est pour ça que j'ai esquivé la question à 2 reprises, mais je vois, c'est bien de ne pas lâcher l'affaire. Je te remercie de m'avoir reposé. Eh ben, on te remercie, Walid, beaucoup pour d'avoir accepté de nous éclairer un peu sur le sujet. Et j'espère que ça ne sera pas la première fois qu'on aura à te revoir dans le meeting. Et merci beaucoup encore une fois. Et Merci. Merci à tous, merci professeur Bachenda pour l'invitation. C'était un énorme plaisir pour moi d'être avec vous. Prenez soin de vous et voilà, vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, je reçois plein de messages, plein de CG pour les différents supports que j'utilise sur YouTube ou sur Facebook, n'hésitez pas. Et merci encore et bravo pour ce que vous faites et à très très bientôt. Prenez soin de vous.